Palais de justice de Nîmes, il y a 3 semaines. Christian Mention, un braqueur multirécidiviste, et sa compagne, Nadia Messelka, 39 ans, vont comparaître devant la cour d'assises. Ils sont accusés d'avoir tué l'ex-compagnon de Nadia. Il s'appelait Giuseppe Ardagna, dit Pino. Il avait 62 ans. Les enfants de Pino, Enzo et Leonarda, attendent beaucoup de ce procès. Mon papa était un personnage très gentil, c'était un personnage, c'était très bien. Voilà. Il n'arrivait pas à ne pas faire mal à une mouche, comme on dit. Voilà, c'était une personne superbe. Ils espèrent que les accusés seront condamnés à de lourdes peines. Pour moi, c'est perpétuité à vie pour tous les deux. Voilà. Moi, je suis convaincu qu'ils étaient présents tous les deux à cette affaire et qu'aujourd'hui, j'attends de la justice, vraiment. Il y a 2 ans, les 2 accusés ont déjà été jugés en première instance. Nadia avait été condamnée à 25 ans de prison, Christian Mention à 20 ans. Mais le procès n'avait pas permis de déterminer lequel des 2 avait tenu l'arme du crime. Aujourd'hui, la Cour entend bien faire la lumière sur cette affaire. Mais dès le début du procès, Nadia et Christian se renvoient la responsabilité du crime. Et lui, il a tiré avec son arme. Et moi, j'ai jamais tiré de ma vie avec une arme. Je ne sais pas tirer avec une arme. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. J'ai des femmes à cause, comme quoi que je suis innocent. Je vais continuer à dire qu'il a rencontré une diablesse sur son parcours et que celle-ci est parvenue à l'embarquer dans une opération qu'il ne voulait pas. Et cette femme a tout prévu de A à Z. Elle est machiavélique. Qui a tué Pino Ardagna, Nadia ou Christian Mention? Pour le savoir, la Cour va d'abord examiner les faits. Asseyez-vous. L'audience est ouverte. Pour commencer, les magistrats retracent le film des événements. Que s'est-il passé ce 18 juin 2004 à Courthézon? Ce jour-là, Nadia appelle Pino. Il est au travail dans sa pizzeria à Carpentras. Séparés depuis 1 an, leurs relations sont tendues car Nadia interdit à Pino de voir leur fils. Pourtant, ce jour-là, elle lui demande de venir le prendre. Pino est heureux. En début d'après-midi, il arrive chez Nadia à Courthézon. Quelques minutes plus tard, les voisins entendent 4 coups de feu. Pino s'écroule dans la cuisine. Nadia et son nouveau compagnon, Christian Mention, enveloppent le corps dans des draps. Ils le transportent dans le coffre de la voiture et emmènent le cadavre dans un champ, à Orange. Le voisin se souvient très bien avoir vu arriver une voiture ce jour-là. J'étais, moi, vous voyez le portail ouvert. Alors, moi, dans mon portail, ça fait courant d'air, parce qu'il faisait chaud cette année-là. Hein. Et j'ai vu arriver, ils sont allés au fond, ils ont reculé vers le trou, toujours pareil. Et là, ils ont ouvert le coffre derrière. Et ils ont mis une couverture devant le pare-brise avant, pour cacher. Oh, ben, j'ai dit, putain, quelle chaleur qu'il fait. J'ai compris, moi. Enfin, j'ai compris, j'avais pas compris, puisque... Vous pensiez qu'il faisait quoi? Je pensais qu'il faisait l'amour, je vous dis franchement, hein, comme j'ai dit au tribunal. Hein. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez penser? Bon. Et autour, je voyais un petit gamin qui tournait autour, torse nu, là, qui était autour, qui s'amusait autour de la voiture. Enfin. L'enfant est le fils de Nadia et de Pino. Il s'appelle Grégory et il joue dans le champ pendant que sa mère et Christian Mention jettent le corps de son père dans un trou. Très vite, les proches de Pino s'inquiètent de sa disparition. Ils préviennent les gendarmes. Dès le lendemain, l'enquête de voisinage révèle les coups de feu entendus. Nadia et Mention sont placés en garde à vue. Ils avouent très vite le meurtre de Pino. Mais qui a tenu l'arme du crime? La Cour aimerait le savoir, mais le pistolet
n'a jamais été retrouvée. Impossible donc d'identifier une empreinte. Aujourd'hui, Nadia Meselka prétend que Pinault, quand il est venu chez elle, aurait tenté de l'agresser sexuellement. C'est alors que Mention aurait tiré sur Pinault. La vérité, c'est que sa Mention est rentrée, a bousculé Pinault et est en train de m'agresser. Et après, il a tiré dessus. Il a sorti une arme de son sac et il a tiré dessus. Voilà la vérité. Mais il ne veut pas l'admettre. Il dit qu'il n'était pas dans la maison. Alors qu'il était dans la maison, c'est lui qui l'a tué. C'est pas moi qui l'ai tué. Christian Mention, lui, répète une fois encore qu'il est arrivé après les coups de feu. Selon lui, quand il est entré dans la maison, Pinault gisait déjà sur le sol, dans un bain de sang. Nadia était dans la cuisine. Elle pleurait, oui, regarde, il est venu pour m'agresser, et tout. Donc, voilà. Et j'ai eu peur, et en même temps, bon, elle me disait, viens, cache le corps, tout ça, et en sachant qu'elle est témoin, les voisins, tout ça, qui ont entendu les coups de feu, bon, j'ai voulu cacher le corps en croyant bien faire. Moi, je reste persuadé qu'il s'est retrouvé devant ce cadavre, qu'il a effectivement participé à la dissimulation, à toute la scène d'après et à la mise en scène d'après. Alors, la seule question, c'est de savoir s'il avait connaissance avant de ce qu'elle voulait tuer le père de ses enfants. Si on arrive à démontrer que lui n'en avait pas connaissance, la coaction n'existera plus. La Cour va maintenant tenter de comprendre s'il y a eu ou non préméditation. D'abord, elle s'intéresse au trou creusé dans le champ. Le voisin se souvient très bien avoir vu Nadia et Mention la nuit avec des pelles et des pioches, à l'endroit où les gendarmes ont retrouvé le corps de Pinault. Un deuxième élément prouve la préméditation. Une lettre écrite par Nadia. Elle imite l'écriture de Pinault pour faire croire qu'il lui donne la pizzeria. Je préfère rendre le restaurant à Madame Meselka et partir dignement en Sicile, écrit-elle. Elle signe Ardagna. Le mobile du crime est donc clair, c'est pour récupérer la pizzeria que Nadia aurait tué Pinault. Mais un troisième élément, selon les enquêteurs, prouverait la préméditation, le guet-apens. Ce jour-là, Nadia appelle Pinault pour lui dire qu'il peut venir voir leur fils Grégory. Son objectif est clair, elle veut l'attirer chez elle. Enzo et Leonarda, les enfants de Pinault, sont révoltés que Nadia ait utilisé leur demi-frère comme appât. Leur avocat aussi. J'ai souffert avec cette histoire d'enfant. Elle est vraiment odieuse, Madame Meselka, parce que tout son comportement, c'est de priver Monsieur Ardagna de la présence de Grégory. Et il l'aimait. Voilà. Elle-même le reconnaît, elle s'est effondrée tout à l'heure pour dire qu'il y avait une relation fusionnelle. Et cette relation fusionnelle, elle s'en est servie comme levier. Deuxième jour du procès. Ce matin, un témoignage inattendu va créer l'événement. Grégory, l'enfant de Nadia et de Pinault, va témoigner à l'audience. Leonarda et Enzo n'ont jamais vu leur demi-frère. C'est pas Léoli là. Qui? Léoli. Ouais. Ça Ah ouais? ça va, C'est lui? Ouais. Putain, il ressemble à son père. Vous trouvez pas? Il est bien brun. Hein? Accompagné de sa famille d'accueil, Grégory va témoigner à la barre. Une situation rarissime devant une cour d'assises. Le jeune garçon avait 3 ans au moment des faits. Un enfant de 8 ans qui vient de dire qu'il se souvient de ce qui s'est passé devant lui à 3 ans, ça me paraît aussi un petit peu délicat. Il faut prendre quand même tout ça avec un peu des pincettes. Et on n'a pas besoin de ce témoignage-là pour démontrer que de toute façon, ils sont tous les deux coupables des faits qui leur sont reprochés. Alors ça peut peut-être nous aider à savoir qui a tiré. Avant d'entendre Grégory et pour le préserver, la présidente demande à sa mère de quitter la salle. Devant la cour, le petit garçon, d'une voix claire, délivre alors son terrible secret. « J'étais là, dit-il, quand ma mère a tué mon père. Elle a demandé à Monsieur Mention de le tuer, mais il n'a pas voulu. C'est elle qui l'a fait. » Après ce témoignage accablant, l'audience est suspendue. L'avocate de la mère réagit aussitôt.
Son fils décrit une scène à laquelle il aurait assisté âgé de 2 ans et 10 mois et demi, pour être précis, où il aurait vu sa mère tirer sur son père, donc, se serait caché derrière elle parce qu'il avait peur à ce moment-là. Alors, il y a quelques variations lors de certaines... À l'audience, il n'a parlé de qu'une arme. À son éducatrice qui a rapporté ses propos, il avait dit qu'ils avaient chacun une arme. Quant à la présence de Christian Monsion, elle est évoquée par moments, il ne sait plus à d'autres. Voilà. L'audience reprend. La présidente informe Nadia des accusations de son fils. Une nouvelle fois, elle conteste. Il s'est imaginé qu'il a vécu ça et ça et ça et ça. Je pense que c'est l'imagination. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. Et ce n'est pas vrai, quoi. C'est pas possible. Comme je n'ai pas tiré, c'est pas possible qu'il m'ait vu tirer, parce que je sais que je n'ai pas tiré. Donc, je ne comprends pas pourquoi le petit il s'est mis au milieu comme ça. Comment il a pu finalement se construire ce souvenir-là? Les éducateurs qui sont avec lui, je lui ai expliqué que j'avais pris 25 ans. Et si j'avais pris 25 ans, c'était pas pour rien. Donc du coup, comme j'avais pris 25 ans, c'est que j'étais coupable. À la fin de l'audience, Enzo et Leonarda, les premiers enfants de la victime, s'approchent de Grégory. Ils embrassent leur petit frère pour la première fois. On va t'en donner une, puis après ils t'en enverront d'autres par courrier, tu vois. Grégory n'avait jamais eu de photo de son père. Je voulais savoir qui c'était le bébé qui tenait dans les bras. C'est pas toi. Voilà, c'est ma filière là. Moi, je n'ai des photos de toi. On a des photos de toi en Italie, ils ont des photos de toi. Parce que ton papa, il a laissé dans ses affaires, il a laissé des photos de toi beaucoup. Donc ils vont te les envoyer, hein? D'accord? T'as été super. Qui, moi? Moi en France. Et toi? Cécile. Putain, tu prends le train. Non, j'ai pris l'avion. À l'avion. Il est en Togo, il est en terrain. Cécile. Je ne m'attendais pas de voir le petit ici, donc on n'était pas préparés. Et c'était dur de voir cet enfant qui accuse sa mère, qui cherche la famille à son père. Trop dur. Voilà. Est-ce que vous trouvez qu'il ressemble à votre papa? Oui. Oui. Beaucoup. C'est trop. C'est très touchant. Voilà. Un couple a du mal à quitter le tribunal. Les parents de Nadia, l'accusée, ils étaient venus pour voir leur petit-fils. Je suis venue pour voir Grégory, le petit, parce que c'est moi que je l'ai gardé. 3 ans quelque chose. La pauvre, ça m'a fait de la peine, je voudrais pleurer, mais j'arrivais pas. Larmes, il est parti, larmes, tellement. Tellement j'ai pleuré, j'ai pleuré, larmes. Est-ce que vous lui en voulez à votre fille? Ah oui. Tu me demandes ça? Oui. Vous vous rendez compte qu'elle va peut-être passer le restant de sa vie en prison? Eh bien, c'est exact. C'est correct. Dans la geôle, Nadia est abattue. Diminuée par les médicaments, son avocate est inquiète. Elle demande conseil à ses confrères. Elle n'est pas en état de comparer, cette bonne Non, c'est ça. Je pense qu'elle est à la limite de compréhension et d'expression. Hein, parce que bon, moi, il y a un mot sur 2 que je comprends pas. Moi, je trouve ça un petit peu inquiétant. Je me demande presque si notre consort peut peut-être demander une expertise. Elle n'est pas là, elle est déconnectée. Alors, je sais qu'elle a subi une injection assez lourde pour réguler son humeur face à l'angoisse dans laquelle elle se trouvait avant le procès. Je ne suis pas certaine qu'elle soit en état de comparaître. Je suis un peu catastrophée de l'état de Madame Messénéca, Oui. qui même en bas, j'arrive pas à parler avec elle. Ah, aujourd'hui, ça va pas du tout? J'ai l'impression que chaque jour, ça s'aggrave. Je vais commencer comme d'urgence par vous demander une expertise pour vérifier son état. Est-ce qu'elle est en état de comparaître?
La cour accède à la demande. L'accusé va être examiné par un médecin. L'audience est suspendue. Il va vous examiner. Vous allez voir avec lui, ne vous inquiétez pas. Il faut être sûr que vous êtes en état de suivre ce qui se passe là, parce que je ne peux pas tout dire à votre place. Il faut que vous puissiez parler. Vous comprenez ? Parce que là, c'est l'appel. Après, il n'y a plus rien. Hein. Vous savez ça. Comment vous vous sentez, madame? Je sais pas comment ça d'habitude. Vous êtes comment d'habitude? Vivre etc. Je ne sais pas. Pour quelle raison? J'ai eu une agression de produits la semaine dernière et c'est trop fort et du coup ça altère mes facultés. On va voir ce que dit le médecin. Nadia quitte le prétoire. Un quart d'heure plus tard, le psychiatre arrive pour s'entretenir avec elle. Vous pensez qu'elle est en état de continuer? Je pense qu'hier après-midi, quand même, elle était en bon état de pouvoir continuer. Pourquoi elle répondait très bien à ce qu'il disait l'avocat général. Voilà. Vous pensez qu'elle joue de la comédie? Ah oui, ça oui. Et ça le jouait très bien. Depuis le début, je joue la comédie. Donc... Une demi-heure plus tard, le médecin livre son diagnostic aux avocats. Elle joue un peu à la désorientation. L'est-elle réellement sur un seul entretien comme ça? Je ne sais pas, mais elle n'est pas sous l'emprise d'un médicament qui actuellement lui fait un effet secondaire connu, opérable. Et après, elle doit avoir l'angoisse d'un procès qui n'est pas quand même très agréable à passer. Peut-être elle est aujourd'hui avec son enfant, je ne sais pas. Alors, moi, c'est ce que je pense. Mais... D'accord. Finalement, Nadia est déclarée apte à comparaître. Christian Mention, le co-accusé, en profite pour accabler sa compagne. Aujourd'hui, je pense qu'elle joue son cinéma. Elle peut prendre des cachets ou faire du semblant, parce qu'elle sait qu'il va venir des témoins qui vont être contre elle. L'audience reprend avec un autre témoin surprise. Une femme qui s'est présentée spontanément au tribunal. Aujourd'hui, elle est libre, mais elle a passé plusieurs mois en prison avec Nadia. Honnêtement, je l'ai vue s'enfoncer. Quand je dis qu'elle était rayonnante, c'était une relativement belle femme, et là maintenant elle est, merci, elle est marquée au niveau du faciès. Elle est grise. Son témoignage va être accablant. D'une voix forte, elle déclare au juré « Nadia m'a toujours dit que c'est elle qui avait tiré ». Jusque-là réservée, Nadia sort de sa léthargie et dit avoir menti à sa codétenue. C'est vrai, j'ai beaucoup menti à tout le monde. Je reconnais que j'ai abusé. Avec tout le monde, j'ai menti, j'aurais pas dû. J'aurais dû, dès le départ, être sérieuse et pas mentir comme ça. Madame Messeleka, en elle-même, visiblement, ce mécanisme de défense, qui bien évidemment l'a desservie dans le cadre d'une instruction, bien évidemment la desservira encore à l'audience. Est-ce que ça fait encore une fois d'elle un assassin? C'est autre chose. Je vous disais tout à l'heure, un ensemble de coïncidences et de circonstances très fâcheuses. Ces traits d'affabulation, bien évidemment, ne sont pas en sa faveur. La fin du procès approche. Maître Gontard, l'avocat de Mention, va accabler Nadia lui aussi. Il l'accuse de s'être servi de Mention pour lui faire porter le chapeau. C'est quelqu'un qui est indécrotablement intégré dans la mythomanie, dans la fabulation, dans le mensonge. Mais ça pourrait s'arrêter là, mais ça se double d'une manipulation. Alors si vous êtes en présence de quelqu'un qui a 2 doigts d'intelligence, à ce moment-là, bon, vous passez votre chemin. Lorsque vous tombez sur quelqu'un qui a un QI relativement faible, ce qui est le cas de Mention, à ce moment-là, il y a une situation qui fait qu'on est manipulé avec beaucoup de facilité. Je suis un personnage qui a été, on va dire, trahi par une femme et manipulé par une femme, oui. Ça peut arriver. Vous savez, quand on aime... Voilà. Mention a-t-il été manipulé par Nadia? Maître Giordano refuse de laisser passer cette accusation. C'est quand même quelqu'un qui a subi de longues condamnations, jusqu'à 13 ans pour braquage. C'est un profil de délinquant très affirmé, qui a souvent cherché à échapper à ses responsabilités en niant les faits. Mais c'est pas le gentil idiot qu'on voudrait bien nous faire croire. Alors Mention est-il l'assassin de Pinault? 2 hommes vont venir faire une révélation à la barre. Ils ont rencontré Mention en prison. Il leur aurait avoué le meurtre de Pinault. Il est venu sur moi et puis il m'a dit « C'est toi qui t'appelles Jean-Jacques ».
J'ai dit oui, il m'a dit tu étais l'ami de Pinot. J'ai dit même s'il n'est plus là, c'est toujours mon ami. Il me dit c'est moi qui ai tué ton ami. Voilà. Après, ce qu'il dit là, voilà, c'est pas pareil. Peut-être qu'il a dit ça pour faire ah oui, devant les le caïd là-bas parce que c'était un patron un peu de la prison. Peut-être qu'il a dit ça pour ça. Devant la cour, Mention continue à nier. Non, juste j'ai dit que j'étais mêlé dans cette affaire d'assassinat, mais bon, comme ils se connaissent tous les deux, en plus ils étaient élus ensemble et que c'était un ami, donc Saint-Nistram était l'ami de M. Pinot, c'est normal aussi qu'il essaye un peu à prendre, mais sans plus. À la fin de cette journée, Enzo ne sait toujours pas qui croire. Vous avez entendu comme moi, on n'entend que des mensonges. De toute façon, on a entendu Mme Messelka, c'est... Ce qu'il dit, c'est une mensonge sur l'autre. Voilà. Dernier jour du procès. L'ambiance est solennelle. C'est bientôt l'heure des réquisitions. L'avocat général va prendre la parole. Il s'adresse aux jurés. Vous allez juger, leur dit-il, pour dire quel est le prix de la vie d'un homme. Son réquisitoire est sévère. Il demande une peine de 30 ans pour chacun des deux accusés. Je me voyais mal de réclamer perpétuité sur cette affaire-là. C'est malheureux à dire, mais il y a encore plus horrible. J'estime, si vous voulez, que dans l'échelle des peines, il y avait encore un pas dans l'horreur qui n'avait pas été celui-là franchi. Et entre la perpétuité et les 30 ans de réclusion criminelle, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas demander 32 ans ou 33 ans. C'est ou 30 ans ou perpétuité. Les avocats vont plaider l'acquittement de leurs clients qui s'accusent toujours mutuellement. Je vais continuer à porter la parole de Madame Messelka, qui clame toujours son innocence à l'égard du meurtre et a fortiori de l'assassinat, qui admet sa responsabilité, sa culpabilité pour les délits après le meurtre, c'est-à-dire le recel de cadavres et la disparition de preuves. À la fin des plaidoiries, Enzo a du mal à garder son calme. C'est énervant, c'est la rage. Ils mettent la rage à tout le monde, cette histoire, donc voilà. Pourquoi vous avez la rage? Pourquoi? Je ne sais pas qui c'est qui a tiré sur mon père, voilà. Je ne le sais pas. On est arrivé à 6 ans après les faits. Je ne sais pas aujourd'hui qui c'est qui a tiré sur mon père. Je ne sais pas si c'est Messelka, je ne sais pas si c'est Mention. Voilà. Les jurés se retirent pour délibérer. 2h30 plus tard, la cour rend son verdict. Nadia Messelka est condamnée à 30 ans de prison avec 20 ans de peine de sûreté, 5 ans de plus qu'en première instance. La peine de Christian Mention reste inchangée, 20 années de réclusion criminelle. Pour la famille Messelka, après la colère contre leur fille, c'est maintenant l'abattement. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Non. 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 Elle est jeune. Et ses enfants sont jeunes aussi. Je n'ai pas pensé à ça. C'est bon. La mère de l'accusé pense à Grégory, qui va grandir sans sa maman. Est-ce que vous trouvez que la justice a fait son travail? Elle a fait son travail. Ça va. Je suis contente. Pourquoi? Parce que justice est faite. Au revoir, maître Pénard. À la fin de ce procès, Enzo et Leonarda ne savent toujours pas qui a tué leur père. Mais ils ont promis à Grégory, leur petit frère, de l'emmener bientôt en Sicile, sur la tombe de leur père. En mettant fin à ses jours hier matin dans sa cellule de Fleury-Mérogis, Jean-Pierre Trébert emporte avec lui les révélations que tout le monde attendait sur l'un des faits divers les plus énigmatiques de ces 5 dernières années. Il part avec son affreux secret. Je l'ai trouvé intelligent, futé. Pourquoi Jean-Pierre Trébert s'est-il suicidé? A-t-il tué Géraldine Giraud et Katia L'Herbier? Connaîtra-t-on un jour la vérité sur cette affaire? Pour répondre à ces questions, nous avons choisi d'interroger 2 personnages clés. Anne Vogien est avocat général
Elle devait prononcer le réquisitoire contre Trébert lors de son procès. Elle a accepté de nous parler en exclusivité. Michel Agrapard est psychocriminologue. Elle a effectué l'expertise psychologique de Jean-Pierre Trébert en prison. Décembre 2004. Jean-Pierre Trébert est arrêté. Les policiers retrouvent chez lui les corps et les cartes bleues de Katia L'Herbier et de son amie Géraldine Giraud, la fille de l'acteur Roland Giraud. Trébert est mis en examen et placé en détention. En 2008, Michel Agrapard est chargé de réaliser son expertise psychologique. Je l'ai trouvé intelligent, futé, assez malin, manipulateur, très courtois, extrêmement courtois, assez sympathique, en train d'enrager d'être incarcéré depuis, ça faisait déjà 4 ans qu'il était incarcéré. Donc il enrageait d'être enfermé, absolument pas agressif, ni dépressif. Je n'aurais pas du tout à l'époque suspecté qu'il puisse attenter à sa vie. Après 5 ans d'incarcération, Jean-Pierre Trébert réussit à s'évader de la prison d'Auxerre en se cachant dans un carton. Une cavale qui fait la une des journaux. Trébert est alors le fugitif le plus recherché de France. Il commence à se forger une légende d'homme des bois et de héros romantique. Je pense que l'évasion a marqué un tournant dans sa vie, a marqué un tournant dans l'histoire de son incarcération et dans le regard qu'il a eu sur son propre jugement. Il a été quand même un héros. Il a été un peu un héros des temps modernes qui mettait à mal la police, la gendarmerie, qui ridiculisait la justice. Il avait pris au moment de son évasion un pouvoir assez conséquent et très valorisant. Il avait une présomption d'innocence très forte à ce moment-là. Trébert nargue la police pendant 2 mois et demi en envoyant des lettres dans lesquelles il affirme qu'il est innocent et qu'il se rendra à son procès pour faire des révélations. C'est vrai qu'il clamait son innocence et c'est vrai qu'il indiquait que peut-être d'autres hommes auraient pu agir. Il n'a jamais voulu donner des indications précises sur ce qui s'était passé. J'aurais aimé savoir qui étaient ces ombres. Que s'est-il passé ? Le 20 novembre, Trébert est arrêté dans un appartement de Melun. Le mythe s'effondre. Son arrestation assez calamiteuse a donc modifié l'image que les médias ont eu de lui, ont donné de lui, donc que la population a eu de lui. Et il n'était plus l'ennemi numéro 1 qui se bat tout seul contre l'adversité du temps et de la forêt. Il apparaissait comme un menteur, un type qui avait triché, qui en fait était au chaud et qui n'avait rien prouvé du tout. Donc je pense que là, il y a eu un tournant dans sa perception des choses. Enfermé seul dans une cellule de la prison de Fleury-Mérogis, Trébert se pend avec ses draps en laissant quelques mots. « J'en ai marre d'être pris pour un assassin et d'être privé de ce qui me manque. » Avec sa disparition, l'action judiciaire s'arrête, le procès n'aura pas lieu. Une famille ne peut être apaisée que quand la justice est passée, que quand justice est rendue. Et là, c'est abominable, parce qu'il n'y aura pas ce procès. Roland Giraud a été étonné d'apprendre le suicide du coupable présumé. Je ne pensais pas qu'il irait jusque-là, quoi. Bon, il était jusque-là parce qu'en fait, il s'est puni lui-même. Il s'est donné la peine maximum. Je pense qu'il n'a pas osé affronter le procès, enfin, affronter l'audience. Contrairement à ce qu'il avait annoncé, il avait dit qu'il serait présent. C'était un mensonge de plus. Trébert est mort sans faire la moindre révélation. La tante de Géraldine Giraud, Marie-Christine Van Kempen, un temps soupçonnée d'avoir commandité les meurtres, a totalement été blanchie par la justice il y a 4 jours. Trébert se serait donc retrouvé seul dans le box des accusés le jour du procès. C'est possible d'imaginer que peut-être, à titre d'hypothèse, il y a un lien entre son suicide et le fait que la tante de la petite Giraud ait été tout à fait blanchie dans ce dossier. Mais je lui dis que c'est une hypothèse de travail, puisque lui a toujours dit qu'il ne connaissait pas cette femme. En disparaissant, Trébert reste aux yeux de la justice un accusé, présumé innocent. On dira simplement qu'il n'a pas été déclaré coupable par la justice. Et justice ne sera pas rendue à ces 2 jeunes femmes. Et ça, c'est terrible.
Massif des Hautes-Pyrénées, le pic du Midi, à près de 3000 mètres d'altitude. Un site grandiose, mais dangereux. Dans ce décor de rêve, des destins se jouent et des vies basculent. C'est la période des vacances, les skieurs affluent en masse, les accidents sont nombreux. Dans le ciel, l'hélicoptère de la gendarmerie vole au secours des victimes. Nous les avons suivis pendant plusieurs jours dans leurs missions les plus dangereuses. Cette jeune skieuse a été percutée de plein fouet sur une piste. Elle a 14 ans, il faut l'évacuer vers l'hôpital de toute urgence. C'est l'adjudant Michel, un montagnard endurci, qui la prend en charge. Comment ça t'est arrivé, au fait? Il y a mon oncle qui m'a percuté et je suis tombée. On va passer une petite radio, là, et on va voir ce que tu as. La manipulation est délicate. D'après le médecin, la jeune fille a probablement le fémur brisé. Ça peut être grave parce que ça peut occasionner un gros hématome et donc une hémorragie. Et puis ça peut se compliquer d'atteinte vasculaire, notamment l'artère fémorale, et une atteinte nerveuse aussi. La jeune fille a été soignée, mais pour elle, les vacances sont terminées. Ces hommes en bleu sont les gendarmes du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, une unité d'élite. Michel a troqué le 9 mm pour le piolet et les mousquetons. Sa spécialité, l'intervention en haute montagne, par tous les temps, dans les conditions les plus extrêmes. On ne sait jamais sur quelle intervention nous allons partir, en fait. Donc on est obligé d'avoir tout le matériel nécessaire pour parer à toutes les interventions qui puissent nous arriver. On peut partir en cascade de glace, on peut partir aller chercher quelqu'un dans une crevasse, on peut aller chercher quelqu'un dans une paroi. Et tous les matériels sont utiles. Pour affronter le danger à tout moment, l'adjudant et ses hommes doivent s'entraîner sans cesse. Ce matin, les conditions météo sont bonnes. On prend exactement les mêmes risques. On profite de ces exercices-là pour compliquer un peu notre entraînement et pour que le jour J, on soit prêt à intervenir en tout lieu et en tout temps. Un des exercices les plus périlleux, récupérer un blessé sur une paroi rocheuse. Une seule solution, élitreiller un secouriste. C'est le commandant du PGHM qui descend le premier. On va simuler une victime qui aurait chuté en montagne. On s'entraîne au plus près du réel pour être performant et efficace. Gendarmes, pilotes, médecins, les gestes sont rapides, précis. Ici, aucune erreur n'est permise. Ces secouristes hors normes évoluent dans le vide, à plus de 2500 mètres d'altitude. Ils sont capables de sauver des montagnards en perdition sur les sommets les plus inaccessibles. Retour à la base. L'entraînement s'est déroulé sans le moindre incident, mais une plaque rappelle aux hommes du PGHM les risques de leur mission. La montagne a déjà emporté plusieurs de leurs collègues. Des blessures jamais vraiment cicatrisées. C'est la pire des choses qui puisse nous arriver dans une carrière. Aller chercher son propre camarade avec qui le matin même on buvait le café, avec qui on s'entraînait au quotidien. Aujourd'hui, c'est le sergent-chef David qui est de permanence. La matinée s'annonce calme, mais le déjeuner sera plus court que prévu. Ok, à tout de suite. En trauma crânien péragude, grave. Trauma crânien péragude, grave sur piste. Il faut rappeler péragude pour avoir la localisation précise. Ça sert à rien, on va essayer de faire, on va faire pour le mieux. En quelques secondes, l'équipage est réuni. Le pilote, 2 secouristes du PGHM et la médecin du SAMU. La vie d'un homme est en jeu. Dans l'appareil, les visages sont tendus. En moins de 20 minutes, l'équipe est sur place. La victime a été placée dans un refuge par les premiers secours. C'est un skieur d'une vingtaine d'années qui a tenté un saut périlleux, mais il est retombé sur la tête sans casque. Il est plongé dans le coma.
Dans ce type d'intervention, le gendarme se transforme en aide-soignant. C'est lui qui assiste le médecin et lui permet de gagner un temps précieux. Le blessé montre des signes d'hémorragie cérébrale. Il a peut-être aussi des lésions aux vertèbres cervicales. Le médecin décide de l'évacuer au service de neurologie de l'hôpital de Toulouse. L'hélicoptère se transforme en hôpital volant. L'appareil vole à plein régime. En moins de 30 minutes, il se pose sur la piste d'atterrissage de l'hôpital. Le blessé est immédiatement pris en charge par les neurochirurgiens. Ça fait toujours de la peine de voir que sur une activité de loisir, on peut vraiment se faire mal. Sur le moment, on ne pense pas trop, on n'a pas trop d'émotions, on va dire, on essaye de faire notre travail. Maintenant, après coup, on espère qu'il va s'en sortir et qu'à l'hôpital, ils vont faire ce qu'il faut pour le sauver. Le jeune homme est toujours dans le coma. Les hommes du PGHM, eux, rentrent à la base. Ils peuvent être rappelés à n'importe quel moment. Le lendemain matin, 8 h, Michel reprend du service. Il a neigé toute la nuit, les skieurs vont s'élancer sur les pistes. Il sait que la journée s'annonce chargée. Il retrouve Sandrine, la médecin du SAMU. Pas le temps de s'attarder, sur la piste, un accident vient de se produire. Une jeune fille de 14 ans vient d'être percutée par un autre skieur. L'adolescente souffre d'une douleur thoracique, sans doute une côte fêlée, mais Sandrine n'est pas trop inquiète. Le bilan médical est plutôt rassurant, à confirmer par une échographie et une radio des côtes. Pour l'instant, c'est plutôt rassurant. On va la ramener sur les urgences de Tarbes, on va faire une échographie abdominale. Malgré ce bilan rassurant, Sandrine a un doute. Elle demande alors que la jeune fille soit évacuée par hélicoptère vers un hôpital pour des examens complémentaires. La médecin a vu juste, l'échographie révélera une hémorragie interne. La jeune fille avait la rate éclatée. Chaque saison, les gendarmes du PGHM des Pyrénées effectuent près de 200 interventions et sauvent des dizaines de vies. Palais de justice de Strasbourg. Jocelyne Klopfenstein est avocate. Cela fait plus de 40 ans qu'elle plaide. C'est la star du palais et comme toutes les stars, elle a ses fans, des habitués des assises, qui l'attendent toujours avec beaucoup d'impatience. Vous êtes fidèle au poste, là? Je vous vois partout. Ah oui, parce que je vous vois à Saverne, je vous vois partout, hein, partout. Je dois surveiller les programmes et hop. Je trouve que c'est une des meilleures de Strasbourg. C'est la grande ténor de Strasbourg, pour ainsi dire. Et elle défend bien les gens. Et c'est une femme merveilleuse, on peut lui parler, même si une personne ne la connaît pas 100%, on peut lui quand même poser des questions, elle veut répondre, elle va toujours vous répondre. Elle aime son métier, je trouve. Et même si elle défend, ou bien si elle est contre ou pour, elle défend toujours bien. Bonjour, Monsieur le Président. Au début de chaque procès, Jocelyne va saluer le président de la cour d'assises. Une vieille connaissance. Combien de temps ça fait 14 ans qu'on se connaît. Ah oui, mais j'ai connu Monsieur le Président quand il était au parquet. Il était avocat général, hein, voilà. Pour ton plus grand plaisir. Oui, pour mon plus grand plaisir, c'est ça. Non, mais vous savez, chacun fait son travail. Je sais que Maître Klopfenstein, quand elle défend, comme son client, elle a le droit de mentir, il n'y a pas de problème. Je ne mens jamais. Elle n'est pas du tout soumise. Je ne mens jamais. Mais je ne dis pas que tu utilises ce droit. Bon. Et elle n'est pas du tout soumise à une obligation de vérité ou de participer à la recherche de la vérité. Non, mais enfin, non, mais quand on a sur la défense de quelqu'un, on doit y croire. La défense est libre. Oui, mais on doit y croire. Moi, pour moi, c'est important. Oui, on va y aller. Bon, on va y aller. Ah, oui. Le devoir nous appelle. Jocelyne Klopfenstein défend un homme accusé de meurtre. Je suis ici aujourd'hui pour défendre Nicolas Stutzmann, un garçon de 31 ans qui a poignardé dans le tram un jeune homme de 18 ans qui a trouvé la mort. Moi, je suis persuadée, après une étude attentive du dossier et surtout après avoir vu ce garçon à de nombreuses reprises en détention et pendant des heures, qu'il n'a pas voulu cette mort. Nicolas Stutzmann entre dans le box.
Il risque la prison à perpétuité. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Nicolas Stutzmann est accusé d'avoir tué un homme qui se moquait de lui dans le tramway. Dans la querelle, Stutzmann sort un couteau et frappe au cou. L'artère jugulaire est sectionnée. Le jeune homme meurt sur le trottoir. Après l'évocation des faits, l'audience est suspendue. Maître Klopfenstein défend son client dans le prétoire, mais aussi devant les journalistes qui couvrent l'affaire. Je pense très sincèrement qu'il n'était pas tout à fait dans son état normal, puisqu'il n'était pas bien, il était malade, de la fièvre, et qu'il a cru très sincèrement que M. Yaïga voulait sortir un couteau de sa poche. Couteau qu'il n'a d'ailleurs jamais vu, jamais. Il a eu peur, dit-il, et puis il a porté un coup pour des questions complètement futiles. L'accusé est un homme seul. En prison depuis 2 ans, il ne reçoit aucune visite. Un ami d'enfance assiste à l'audience. Nicolas aimerait lui parler. Maître Klopfenstein plaide en sa faveur auprès des policiers. Personne ne viendra le voir. Et c'est quel ami que vous voulez? Lequel? Franck? Monsieur, vous pouvez aller lui parler. L'accusé n'avait pas eu une conversation avec un ami depuis longtemps. Il est midi. Fabienne est la fille de Jocelyne. Avocate comme sa mère, elles travaillent dans le même cabinet. Elles évoquent souvent ensemble les affaires en cours. Nicolas Stutzmann, il va comment? Comment ça se passe pour lui? Ça doit être difficile. Pour lui, c'est difficile. Pour lui, c'est difficile. Il a dit qu'il ne dort pas, qu'il est fatigué, qu'il est très, très angoissé. Quand on a des poussées d'adrénaline par rapport à certaines décisions qui nous hérissent, on a besoin d'en parler. On a besoin de s'exprimer. On le fait. Pas quand on se retrouve en famille, en général, c'est autour d'une bonne table. Déjà, voilà, parce que nous sommes en Alsace, donc nous aimons la bonne chair. Ça se voit. Il est l'heure de retourner au palais de justice. L'audience va reprendre. Maître Klopfenstein est inquiète car l'ambiance est tendue entre la famille de la victime et son client. Je me mets à la place de mon client, je me mets aussi à la place des victimes. On voit, ils ont de la haine en eux, et puis difficile d'ailleurs de ne pas le comprendre. C'est d'ailleurs ce qu'a remarqué M. Stutzmann qui me disait tout à l'heure, franchement, ils me regardent très méchamment, mais je comprends, je crois que si j'étais à leur place, je ferais la même chose. Le père et le frère de la victime sont sur le banc des parties civiles. Leur avocat a du mal à calmer leur colère. Pendant l'évocation de l'autopsie de la victime, son frère va craquer. Il jette un stylo à travers la salle en direction de l'accusé. Nicolas Stutzmann explose et tente de passer au-dessus de son box pour en découdre. Il est maîtrisé par les policiers. L'audience est interrompue. Le père et le frère de la victime sont expulsés. J'avoue que j'ai eu très peur et je craignais qu'on ne puisse pas reprendre l'audience, compte tenu de l'état dans lequel il se trouvait. Il était tremblant de tous ses membres, fébrile, les yeux rouges, pleurant, en disant « mais j'ai toujours tout dit, je n'ai fait que ça, et pourquoi tout ça se passe comme ça ?» Voilà. Dans la salle des pas perdus, la famille de la victime interpelle Maître Klopfenstein pour lui dire qu'elle ne comprend pas qu'elle puisse défendre un homme qui a tué leur fils. Je sais. Il peut répéter les mêmes gestes parce qu'il est tellement agressif. Il a tué quelqu'un innocent qui n'a rien fait. Il a fait l'erreur de le regarder à travers. Ils n'ont pas leur place dans la société. Non, mais les assassins gratuits, ils n'ont pas leur place dans la société. Dernier jour du procès, celui des plaidoiries, mais aussi du verdict. Maître Klopfenstein sait que l'avenir de son client est entre ses mains. L'avocat général, discret pendant toute la durée du procès, demande 20 ans d'emprisonnement contre Nicolas Stutzmann. Je suis surprise de la sévérité de ces réquisitions.
et de la façon dont monsieur l'avocat général a cru devoir décrire les faits. J'espère que les jurés comprendront qu'il n'avait pas l'intention de tuer. C'est ça qui me paraît important pour eux. Pour moi, c'est une évidence. C'est maintenant à maître Klopfenstein de plaider. À 72 ans, elle n'a jamais écrit une ligne. Toute sa plaidoirie est dans la tête. Elle se concentre avant de prendre la parole. C'est toujours difficile parce qu'on est le dernier à parler. Hein, et on a quand même le poids de cette défense à supporter. Et c'est pas toujours facile. Les responsabilités sont énormes et bien que je fasse ce métier depuis bien longtemps, j'éprouve toujours la même émotion en craignant de ne pas me faire entendre comme je le souhaite. Pendant 1 heure, l'avocate va tenter de convaincre les jurés que son client n'a pas voulu donner la mort et qu'il n'a fait que se défendre. Elle termine sa plaidoirie en leur demandant de lui laisser une petite lueur d'espoir. J'ai plaidé, je suis complètement épuisée, je suis complètement en transpiration, mais le pire est à venir. Le pire est à venir parce que depuis que je plaide aux assises, et ça fait longtemps, la chose qui me rend malade, c'est le verdict. Ça, c'est la chose que j'attends avec le plus d'appréhension. C'est terrible. Pendant les 5 heures du délibéré, maître Klopfenstein ne quitte pas le palais de justice. L'heure du verdict a sonné, les visages sont tendus, l'accusé, lui, semble s'en remettre au ciel. La Cour des jurés condamne l'accusé Nicolas Sussman à la peine de 15 années de réclusion criminelle. Pour l'avocate, ce verdict est un échec. Ils ont retenu l'intention de donner la mort, ça c'est vraiment injuste, ça. C'est vraiment injuste. Le condamné est déçu, il interpelle le président. C'est dommage que vous n'avez pas compris. Non, ben ça, non. C'est très dommage. De toute façon, il y a du L'avocate rappelle à l'ordre son client. Chut, tu te tais, Nicolas, s'il te plaît? Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Maître Klopfenstein soutient le condamné jusqu'au bout. Elle est la seule personne qui lui reste. Faut pas faire de réflexion comme ça, hein. Nicolas, quand tu as des problèmes, tu m'écris. Hein? Quand tu as des problèmes, tu pourras m'écrire. Je suis à Strasbourg, tu sais aussi. Hein? Et j'essaierai de venir te voir de temps en temps comme tu es tout seul. Hein? Puis j'espère que tes copains, ils vont peut-être penser à venir te voir un petit peu plus. Et merci encore pour ça. J'ai fait ce que j'ai pu, tu sais. Hein? De toute façon, c'est moi j'ai merdé. C'est vrai, c'est dommage. C'est dommage, j'ai fait ce que j'ai pu. Jocelyne Klopfenstein a fait appel du verdict. Et dans 1 an, elle compte bien assurer une nouvelle fois la défense de son client.